bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours au sommet du Grand Paris, 6e du nom, c'est bon, toujours bon de le rappeler. Donc, public, privé, aménageons ensemble le Grand Paris. Si je vous dis PLU, PLUI, PLH, Scott, SDRIF, ZAN, vous me dites que pour le commun des mortels, vous n'avez rien compris et je vous comprends. Mais pour les acteurs publics et privés de l'aménagement que vous êtes, et j'espère qu'il y en a quelques-uns dans la salle quand même, ça veut dire plan local d'urbanisme intercommunal, plan local de l'habitat, schéma de cohérence territoriale, schéma directeur de la région Île-de-France et environnementale, et enfin zéro artificialisation nette des sols. Mais je vous compte sur vous pour vulgariser ces enjeux. Et on va commencer avec vous, monsieur le maire, Jacques-Alain Benisti. Vous êtes maire de Villiers-sur-Marne, vous êtes conseiller métropolitain chargé du suivi des concours Inventons la métropole du Grand Paris. Bon, Patrick Ollier nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de 4e, mais qu'il y aurait une initiative en janvier, on verra. Et les grandes opérations métropolitaines, peut-être que ce sera une grande opération métropolitaine. Toujours est-il que le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la métropole, a été définitivement adopté le 13 juillet. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît ? Alors, le SCOT, comme vous l'avez dit, il y a un terme très important dans le SCOT, c'est le C, qui veut dire cohérence. Et je dois dire que pour l'ensemble des élus que je peux représenter aujourd'hui, c'est sûr que depuis des années, et pour ma part depuis des dizaines d'années, on a absolument besoin de cohérence. Cohérence dans l'élaboration de nos projets. On a besoin également d'orientation. Le O veut dire orientation stratégique. On a besoin d'orientation et de stratégie. Et le SCOT, eh bien, nous avons réalisé à peu près 160 réunions d'élus. On s'est tous impliqués véritablement au sein de la métropole pour réaliser et pour voter ce SCOT. Et on l'a voté à près de 97% des élus. Donc, des 131 maires de la métropole. Des 131 maires. Ce qui est, alors c'est vrai qu'on a l'habitude à la métropole de voter à l'unanimité un certain nombre de choix, de réalisations, de prérogatives, d'objectifs. Mais là, c'est vrai que c'est le fruit justement de cette collaboration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de cohérence dans l'ensemble, je vais dire, de nos PLU. Et maintenant de des plans locaux d'urbanisme. Exactement. Je vous interdis les acronymes. Local d'urbanisme, et je pense qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est qu'un PLU aujourd'hui. Je dirais que la population sait de plus en plus ce que c'est qu'un PLU, parce que nous, les maires, malheureusement, quelquefois, on est obligé de rappeler à l'ordre, évidemment, nos administrés sur des réalisations qui ne sont pas conformes, évidemment, à la réglementation de ces PLU. Mais je dirais qu'on est très fiers, nous, à la métropole, d'avoir voté ce SCOT, qui va enfin mettre de la cohérence dans l'ensemble de nos grandes orientations en matière d'aménagement et en matière de réalisation, évidemment, dans nos différentes communes. Et qu'est-ce que ça change pour le maire que vous êtes ? Ça change, c'est qu'en fait, on a besoin d'expérience. Lorsqu'on a justement ces 160 réunions, eh bien, on parle entre nous, les maires, et on parle de nos difficultés, de nos problématiques, du changement climatique. Évidemment, donc on a insisté sur 30% par exemple de pleine terre, sur ces problèmes évidemment d'espace vert, parce que lorsqu'on construit un bâtiment, notamment par exemple dans ma commune, on a choisi de construire dans les grands axes, de protéger complètement les quartiers pavillonnaires. Et quand je dis les quartiers pavillonnaires, c'est de protéger les espaces verts existants, c'est-à-dire tous les jardins. C'est quelque chose de très important, alors que la loi qu'on nous imposait, et que Madame Duflot disait en tant que ministre, il faut construire partout. On a besoin de construire partout dans les quartiers résidentiels, dans les quartiers, je dirais, notamment les quartiers prioritaires. On construit partout, sur les grands axes, partout, entre deux pavillons, etc. Bon. La loi, c'est vrai qu'on a un petit peu contrevenu à la loi, nous, l'ensemble des maires, en disant non,
On veut protéger justement ces jardins et dans nos constructions, on va imposer, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de maires, on a fait des chartes pour imposer. Vous faites la transition, alors voilà. est-ce que vous-même vous avez donc une charte promoteur, parce que vous dites que vous êtes un maire qui construit, il en existe encore, hein, voilà. Pardon, c'était du mauvais esprit. Est-ce que vous avez une charte promoteur justement qui est encore quelque chose d'un peu plus contraignant pour les promoteurs? On en parlera avec eux tout à l'heure. C'est vrai que je fais partie, et il y a d'autres maires également avec moi, on fait partie des maires bâtisseurs, mais on ne construit pas n'importe comment, n'importe où et avec n'importe quel matériau. Moi, j'impose effectivement une charte qui est différente dans chaque quartier de la ville. On a une charte pour le centre-ville, on a une charte pour des quartiers mixtes, où il y a pavillons et immeubles. On a une charte également pour les nouveaux quartiers. Le quartier, par exemple, par l'Europe, qui est le plus grand projet Inventons la métropole, est un quartier bas carbone, énergie positive, où on a imposé évidemment sur les bâtiments de la végétalisation, où on a imposé également un espace vert avec un parc de 2 hectares, où on a imposé un certain nombre de contraintes évidemment pour l'ensemble des opérateurs. Eh bien, cette charte, qui est une charte qualitative, eh bien, change complètement l'environnement. Et vous avez nos populations qui, en général, le maire, bétonneur, etc., change complètement. Et les habitants disent, écoutez, monsieur le maire, moi je me suis opposé effectivement à la réalisation, j'ai fait un recours, etc., mais quand je vois maintenant la réalisation, eh bien, ça change notre environnement, ça l'améliore, c'est joli, on a mis de la pierre, on a mis du bois, on a mis des matériaux de l'homme, on a mis de la brique réelle, et je dirais que ça améliore complètement l'environnement. Et puis nous, c'est vrai que les maires, en général, on a beaucoup de verrues. C'est l'objet d'ailleurs d'Inventons la métropole 3. Dans toutes les villes, on a des verrues, un peu partout, des anciennes usines, des anciens bâtiments qui sont en friche, etc. Et grâce à la métropole, et ça, à cette cohérence du C du SCOT, eh bien, on a réalisé évidemment un grand nombre d'opérations et de futures opérations qui vont enlever ces verrues dans le paysage urbain de l'ensemble de nos villes. Merci, monsieur le maire. Donc, vous avez compris, si vous arrêtez de faire des recours, il y a des chartes promoteurs. Mais est-ce que c'est bien légal, Clotilde Greff, professionnelle du droit, s'il en est, en tant que président de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine? Oui, alors donc les chartes, effectivement, comme monsieur le maire l'indiquait, ont pour idée, objectif d'améliorer, il l'a tout à fait souligné, la qualité des constructions, le cadre de vie, et c'est pensé comme étant un outil de participation avec les promoteurs, avec les habitants. Alors, ça va dépendre des communes, parce que certaines communes ont plus mis ça en pratique comme étant plus de l'adhésion que de la convention, et je vais y revenir. Qu'est-ce que cet outil? Qu'est-ce que la charte promoteur? Force est de constater que c'est effectivement une création des communes qui ne repose pas sur un texte réglementaire. Certains ont qualifié ça d'ovni. C'est un peu un ovni pensé quand même pour améliorer donc la vie des habitants, les constructions. Dans la mesure où ça n'est entre guillemets qu'une convention, ça ne devrait pas permettre de justifier un refus de permis de construire, premièrement. Deuxièmement, ça ne vient pas normalement en substitution d'un PLU. Ça peut éventuellement le compléter, mais non pas en substitution. Et est-ce que les communes peuvent tout faire sur la base de ces chartes ? Non, le tribunal, je n'ai rien contre les chartes, hein, je vais y voir le côté positif bientôt. Le tribunal, par exemple, récemment de Rouen, en janvier 2023, a rappelé que tout n'était pas possible, et notamment, il a développé 3 idées principales. Premièrement, bien, les communes ne peuvent pas, par cet outil, prendre une compétence qui relève des PLUI. Des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, vous avez suivi, intercommunaux, excusez-moi. Deuxièmement, ces chartes ne peuvent pas permettre de contourner des réglementations, en fait, des domaines qui relèvent de la loi ou des règlements.
Et troisièmement, ces chartes ne peuvent pas, même si les communes ont la compétence instruction des permis de construire, ne peuvent pas permettre de contourner les compétences des métropoles et la réglementation du cadre fixé par le Code de l'urbanisme. Néanmoins, ces chartes, donc, elles présentent un intérêt qui est effectivement de permettre aux communes et aux acteurs privés et habitants de travailler ensemble. Néanmoins, il est vrai que certaines ayant été présentées comme des contrats d'adhésion ont peut-être généré quelques appréhensions chez les promoteurs. Et donc j'en conclurai sur 3 points. Le notariat travaille actuellement donc, dans son congrès sur le logement, donc congrès qui va avoir lieu à la fin du mois de septembre. À Deauville, dans le 21e arrondissement de Paris. Voilà, tout à fait. Et travaille notamment à réfléchir justement ces chartes promoteurs et à 3 axes de réflexion peut-être pour améliorer les relations promoteurs et communes sur ces chartes. Donc premièrement, de peut-être associer plus les habitants, les promoteurs dans un vrai système de concertation. Alors je crois que la ville de Lyon a mis en place des ateliers sur les permis, mais les promoteurs nous diront si c'est vraiment intéressant, si ça n'alourdit pas au final un peu le système. Deuxième point d'amélioration, de peut-être prendre garde dans la rédaction de ces conventions à toujours leur maintenir du droit souple et ne pas en faire des règlements. Donc normalement, la charte ne devrait pas imposer tel endroit, mais devrait plutôt inciter le promoteur, donc faire attention un peu aux termes. Et troisièmement, là la question est posée, je ne sais pas, peut-être les promoteurs nous diront si ça présente un intérêt d'éventuellement les intégrer dans les PLU, dans les annexes du PLU, si ces chartes doivent compléter les PLU. Voilà ce que je pouvais dire sur la légalité de ces chartes. Merci, c'est toujours bien de rappeler le droit. Justement, quand même, on va faire appel à un professionnel de terrain, Franck Hellary. Vous êtes directeur général de Crédit Agricole Immobilier, Corporate et Promotion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chers promoteurs? On prend ou on jette? Bonjour. Les chartes ont été vues au tout début. Évidemment, quand on ne connaît pas au début, c'est tout de suite une contrainte et on attend de voir un petit peu à l'usage la manière dont ça se passe. L'ensemble de la profession est plutôt favorable aux chartes pour 2 raisons au moins. La première, elle est urbaine, c'est-à-dire qu'elle oblige à travailler en amont. Et les élus qui sont quelque part... ils partagent leur quotidien avec les usagers de leur ville et de leur territoire. Donc, qui ne connaît pas mieux que les élus les besoins du territoire? Simplement, il faut qu'ils les expriment. Et quand il n'y a pas de charte, par exemple, eh bien, on voit bien, monsieur le maire l'a un peu souligné, que ça peut contrevenir à la loi, on peut nous repousser un permis de construire, ne pas nous donner un permis de construire sous prétexte que ça gêne. Et là, légalement, c'est quand même un peu limite. Si on travaille très en amont sur le besoin, et les villes ont des besoins différents en fonction de leur histoire, en fonction de leur quartier, monsieur le maire le disait, donc si les chartes donnent l'idée politique, la volonté politique de construire dans la commune, les éléments essentiels de la qualité de construction, qui fait qu'une commune a une image, une référence, une histoire, eh bien ça nous permet d'aller à l'essentiel. Et ça, déjà, c'est plutôt bien vu parce que quelque part, effectivement, le maire, il a fait le travail en amont. Donc on peut, nous, maintenant, aller le voir en lui disant « Mais pourquoi vous nous interdisez ça ou pourquoi vous ne voulez pas? C'est dans la charte, vous l'avez travaillé avant avec vos concitoyens. » Donc nous, ça nous aide à fabriquer. Et souvent, les villes à charte sont les villes où on obtient les permis de construire un peu plus dans les délais. Sans recours. Pardon? Et sans recours. Et ça limite, alors c'est le deuxième élément. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Ça limite l'effet de recours et surtout, c'est important parce qu'on nous donne beaucoup de charges de travaux autour justement de la cohésion publique. Donc souvent, on a des collectivités qui nous disent faites une concertation avec les riverains. Sauf que si on n'a pas la volonté politique derrière, c'est difficile. Si on a l'alliance d'une charte, d'une volonté politique et nous d'exprimer un projet, c'est beaucoup plus facile de l'expliquer aux personnes. Et puis dernier point qui est très important et qui est très visible aujourd'hui, c'est que beaucoup de chartes ont eu un effet sur le prix. Comme je disais, on se concentre sur l'essentiel, ce qui est demandé localement, avec les contraintes énergétiques de la réglementation, c'est logique. Et par contre, le fait que le prix puisse être limité dans le cadre des chartes fait que les vendeurs de terrain et les promoteurs savent bien qu'il y a des plafonds.
Eh bien, la majorité des villes qui ont des chartes aujourd'hui sont celles qui ont encore des taux de commercialisation corrects à l'époque où on se parle, c'est-à-dire en ce moment. Donc, CQFD, ça a quand même contribué, il faut le dire, ça a quand même contribué à limiter la spéculation foncière. Et ça, quelque part, c'est sûr que c'est à la marge peut-être de la loi ou des réglementations pures, mais en tout cas, on ne peut pas être hostile à ça parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on est arrivé au stade où les arbres ne montent pas au ciel et que donc ces communes-là, je pense qu'il faut le regarder de plus près au moment où la maîtrise du prix devient un élément essentiel de survie de nos activités et du logement des Français. En quelques mots, ça veut dire que le titre de la table ronde « Aménageons ensemble public-privé », on peut le faire, on peut y arriver. Tout à fait, j'en suis convaincu. Très bien, justement, je vais me tourner quand même vers une aménageuse, Katayoun Panahi, directrice de SNCF Immobilier, premier foncier de France ou presque avec l'État et l'Église, ou l'inverse. Donc, est-ce que vous partagez ce constat justement exprimé par nos trois acteurs présents, que voilà, on peut y arriver, à condition qu'il y ait la volonté politique, des volontés des acteurs privés qui jouent le jeu? Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je confirme qu'on peut y arriver et qu'il convient évidemment de ne pas opposer public et privé puisque nous travaillons très étroitement, main dans la main, entre entreprises et pouvoir public pour pouvoir contribuer au projet de développement urbain du Grand Paris. Pour ce qui concerne l'entreprise que je représente, la SNCF, et notamment sa branche immobilière, nous savons pouvoir disposer de notre foncier, quand même assez étendu, en général bien situé à proximité des gares, et qui présente en plus l'atout d'avoir déjà eu plusieurs vies, d'être déjà très largement artificialisé, imperméabilisé, et donc de pouvoir contribuer à l'objectif du ZAN. Zéro artificialisation nette. C'est un jeu, voilà. C'est un test. Exactement. C'est pour voir si vous suivez aussi dans la salle. Pour voir si on suit, voilà. Donc, on apporte ce foncier qui est une ressource aujourd'hui rare et précieuse pour pouvoir contribuer aux opérations d'aménagement et aider les collectivités à transformer leur territoire. Simplement, c'est vrai que ce foncier dont on dispose aujourd'hui qui permet la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, pose un certain nombre de difficultés qu'il nous faut aujourd'hui, dans chaque opération d'aménagement, répondre au contexte, au nouveau contexte que nous vivons et répondre aux crises multiples que nous subissons, et notamment les crises sociales, la crise du logement, je pense que ce sera évoqué dans le cadre du sommet, mais aussi évidemment à l'urgence climatique. Or, l'intérêt commun qui prévalait jusqu'ici entre les grandes entreprises publiques qui sont propriétaires de fonciers, qui, en contrepartie des projets d'aménagement qui permettaient justement aux collectivités de pouvoir répondre aux attentes de leurs administrés et d'améliorer leur cadre de vie, en contrepartie, les grands propriétaires publics percevaient des recettes, des produits de cession, qu'elle réinjectait dans les missions de service public qui sont les leurs. En ce qui concerne la SNCF, on réinjecte évidemment ces produits de cession dans le système ferroviaire dont nous avons l'exploitation et dans l'offre de mobilité décarbonée. Donc c'est doublement bénéfique pour les administrés, pour nos concitoyens, puisque ça améliore à la fois les transports et en plus ça permet d'améliorer le cadre de vie. Simplement aujourd'hui, les opérations d'aménagement doivent pouvoir répondre, comme je le disais, aux nouvelles injonctions. Et donc aujourd'hui, ce qu'on recherche dans chaque opération d'aménagement, c'est à la fois de la végétalisation pour permettre de répondre à une densité acceptable et favoriser la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur, aller dans le sens des enjeux de transition écologique. Et on cherche aussi à accroître l'offre de logements et notamment de logements à prix abordable pour répondre à la crise du logement. Et comment on résout l'équation économique? Et alors, justement, c'est là que le bas peut blesser parfois, puisque tant que le prix du foncier reposera sur la constructibilité, on aura évidemment du mal à inciter les grands propriétaires à céder leur foncier pour faire de la végétalisation. Et tant que les valeurs de sortie des logements seront plafonnées, notamment dans les chartes promoteurs qu'on évoquait à l'instant, qui sont des outils intéressants, évidemment, de partenariat
Mais tant que ce prix de sortie sera plafonné, on voit bien que le promoteur devra trouver quand même une rentabilité à son projet. Et aujourd'hui, chacun doit pouvoir trouver le point de sortie acceptable, acteur privé ou public. Et pour trouver ce point de sortie, il nous faut répondre à toutes les dimensions sociales, sociétales, économiques, écologiques. Pour trouver une convergence entre toutes ces dimensions, il nous faut passer du temps à négocier, à rogner sur les marges de l'aménageur, du promoteur, du constructeur. La collectivité va faire un effort de son côté sur la programmation. Et tout ça, ça nous prend énormément de temps. Les opérations, du coup, se rallongent. Or, on n'a plus beaucoup de temps aujourd'hui puisque l'urgence climatique est là. Les rapports du GIEC nous le rappellent suffisamment. Il nous faut passer à la vitesse supérieure. Ah bah justement, vitesse supérieure, je pense à vous, Sophie Ménet, directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Bon, vous, votre profession, je caricature, c'est faire des Legos. Merci. Voilà, non, parce qu'on a eu la professionnelle du droit, le maire métropolitain, aménageur et urbaniste, l'aménageuse Catherine Panahi, le promoteur, et vous, vous êtes représenté le monde de la construction aujourd'hui. Alors effectivement, le monde de la construction, mais plus largement, je pense qu'on est un peu à la frange de pas mal de monde dont on a discuté aujourd'hui, qui est non seulement le monde de la promotion, le monde de la construction, et aussi le monde industriel. Et quand on parle aujourd'hui de réduire les marges, de simplifier les processus, d'atteindre aujourd'hui les objectifs environnementaux qu'on se fixe, je pense qu'il y a vraiment 3 échelles de travail. Tu parlais aussi, Franck, de la maîtrise des coûts. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui de travailler à la maîtrise des coûts. Et quand on réfléchit aux différents postes qu'on a dans un bilan de promotion, on a le foncier. Donc ça, c'est un travail vraiment à mener avec les collectivités. Je partage complètement ce que tu disais sur les chartes. Je pense que... Sophie, est-ce qu'il faut bloquer les prix du foncier, comme on l'entend depuis quelques années, et de CNR en CNR, de comité théodule en bidule? Est-ce qu'il faut aller vers le blocage des prix du foncier, puisque vous en parlez? Je pense que pendant longtemps, on s'est dit qu'il fallait bloquer les prix du foncier. Aujourd'hui, on a les prix du foncier qui sont bloqués, mais depuis 1 an, on passe notre temps, nous, promoteurs, à savoir comment les atteindre. Et en fait, le prix du foncier, il n'y a pas que ça. Il y a le prix de sortie qui est en train de descendre aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent se simplifier, rogner sur leurs marges, avoir un côté beaucoup plus global dans l'acte de construire. Et ensuite, il y a le coût de travaux. Le coût contre 100, c'est 50% de nos bilans. Et aujourd'hui, on doit absolument travailler ce poste-là. Alors c'est vrai que je fais des Legos, mais en dehors de faire des Legos, effectivement, on a la main sur un industriel. On est industriel et on se rend compte, moi j'ai vraiment l'impression que la clé, elle est là. C'est de travailler intelligemment avec des industriels, optimiser la matière première qu'on va utiliser, mettre le bon matériau au bon endroit et arrêter d'opposer des filières qu'on oppose depuis un certain nombre d'années. Il y a des endroits où il faut mettre du bois, il y a des endroits où il faut mettre du béton ponctuellement, il y a des endroits où il faut mettre de la pierre. C'est à nous de travailler intelligemment pour optimiser ça, parce que l'équation par rapport à toutes les crises qu'on a connues il y a quelques années, elle ne pourra pas se faire sans le volet environnemental. Et ça, on l'a au-dessus de la tête et on peut trouver toutes les solutions dans un coin. Si, in fine, ce qu'on produit, c'est tout juste de la RE 2020, dans 5 ans, on livrera la réglementation environnementale voilà, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Depuis 2020. Dans 5 ans, on livrera, comme on le fait aujourd'hui, toujours des projets qui sont en retard sur leur temps face aux nouvelles réglementations environnementales. Donc, on est face à une urgence sociale de construire du logement et d'en construire vite. Donc vous parliez de rapidité, c'est vrai que moi je pousse la construction hors site, donc ça permet effectivement de construire 2 fois plus vite. Donc c'est bien sur l'aspect constructif, mais il faut que sur tout l'aspect administratif, on soit aussi en capacité de produire plus vite des permis, d'être moins attaqué, etc. Et puis il faut absolument qu'on arrive à prendre conscience qu'il y a une urgence climatique forte et qu'aujourd'hui il faut déjà qu'on se projette tout de suite dans de la RE 2030 ou plus, si on veut, dans 5 ans, livrer des choses qui soient cohérentes. Franck Ellery, je voulais réagir. La RE 2050 pour atteindre la neutralité carbone, c'est maintenant? Alors, ouais, je voudrais juste, sans être trop polémiste, dire quelque chose là-dessus. On a trop opposé ces dernières années un rapport de force entre l'aménagement et les promoteurs. C'est-à-dire qu'on est dans la surenchère permanente. Les prix pouvaient l'encaisser quelque part, donc c'était vraiment celui... Monsieur le maire parlait d'inventons la métropole, etc. On a été poussés, les uns et les autres, on a tous été dans ce jeu, à faire mieux que mieux. Sauf qu'on a la RE 2020,
Si on veut se projeter un peu dans le temps, on a la neutralité carbone à 2050. Si on veut intégrer tous les concitoyens des villes, il y a l'inclusion sociale dont on parlait. Et maintenant, il y a un nouveau facteur, la maîtrise des prix. Et effectivement, jusqu'à maintenant, la maîtrise des prix n'était pas trop un sujet parce que les taux étaient faibles et que le marché allait bien. Donc on se payait, entre guillemets, des éléments complémentaires. Et quelque part, personne, on s'est plutôt mis dans un rapport de force les uns aux autres de celui qui ferait le mieux en mieux, de mieux en mieux. Et peut-être que la période actuelle va nous remettre les pieds sur terre, de dire qu'on doit bâtir ensemble, aménageurs et promoteurs et constructeurs, parce que c'est bien ça qui fait que la chaîne de valeur, elle doit être partagée et qu'on reprenne un peu d'intérêt général dans chacun des métiers, si je peux me permettre. Et ça, c'est difficile à mettre dans l'esprit de tout le monde, mais c'est un sujet qui est, si on veut pousser la construction, et il y a une urgence, si on veut répondre à l'urgence climatique, la biodiversité, etc., ben c'est en se mettant autour de la table qu'on va le faire, chacun avec des bilans ouverts, et chacun doit gagner son argent sur le truc, mais on doit recomposer ensemble. Et on a sans doute été, c'est ce que je voulais dire, c'est on a sans doute été un peu trop à la surenchère ces derniers temps. Ça nous a poussé de l'innovation. Aujourd'hui, bah, il faut déjà répondre à ce que je viens de dire. Et croyez-moi, si on répond à ça, on sera au rendez-vous des années futures sur l'urgence climatique. Entre les officiers publics que sont les notaires, les maires et une fille à la SNCF, normalement, tous les trois, vous avez l'intérêt général chevillé au corps. Est-ce que l'un de vous trois souhaite réagir à ce que vient de dire Franck ? Oui, Monsieur le maire. Je voudrais réagir sur tout ce que j'ai entendu. Il est évidemment hors de question, lorsqu'on met en place des chartes, qu'on contrarie évidemment l'équilibre financier évidemment des opérations. On fait des chartes en fait pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. C'est que le promoteur gagne sa vie, évidemment, on n'est pas contre. Je suis également président du syndicat d'action foncière et premier vice-président des PAMARN, d'aménageurs publics de l'État. Je sais ce que c'est qu'un aménagement, un équilibre d'aménagement, et également le fait qu'on sorte une marge, au moins, pour le promoteur. Donc, tout ça, on le sait. En fin de compte, ce que l'on veut, véritablement, par nos chartes, c'est, qu'il y ait moins de recours, comme vous le savez les uns et les autres. Il y a des cabinets d'avocats, que je vais dire un gros mot. C'est le métier, c'est leur métier, on peut le dire. Cabinets d'avocats véreux qui viennent à nos services urbanisme, qui regardent évidemment tous les permis de construire et qui vont aller voir les voisins en leur proposant, écoutez, on va faire un recours, je vais vous faire gagner beaucoup d'argent, je vous demande rien, je vous demande pas de rien, simplement je vais toucher 20% de ce que vous allez récolter, etc. Alors évidemment, en tant qu'ancien président de la commission des lois, j'ai averti... De l'Assemblée nationale, précisez-le, monsieur le député honoraire. Absolument. J'ai quand même averti les autorités judiciaires en disant qu'il ne fallait pas laisser cela et qu'il fallait réagir. J'ai averti également les présidentes et présidents de chambres judiciaires administratives en disant... Vous ne devez pas aller justement dans ce sens et pénaliser justement ces cabinets véreux d'avocats qui pratiquent évidemment ces choses-là. Donc nous, ce que l'on veut, nous les maires, c'est que ça soit gagnant pour tout le monde. Les chartes sont discutées avec la population. Qui évidemment, il va y avoir un chantier qui va durer quasiment 2 ans, avec évidemment des nuisances, etc. Il faut que tout cela, parce que dans ces chartes, on met également les effets des constructions, des nuisances que évidemment ces constructions vont déployer, mais on présente à la population avant, après. Voilà. Et ça, on le fait avec les promoteurs. Quand le promoteur signe en même temps que le permis de construire, chez moi, la charte, évidemment, il sait déjà ce qu'il y a dans la charte, il sait déjà qu'il n'aura pas de recours autre, évidemment, que ceux que je viens d'énumérer. Et je dirais que c'est gagnant pour tout le monde. Deuxièmement, monsieur le maire. Deuxièmement, également, sur cet aspect, on sait que les promoteurs, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à vendre. Eh bien, à Villiers, il y a moins ce problème. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a une qualité architecturale importante. Je prends par exemple les planchers acoustiques.
que certains promoteurs ne faisaient plus, c'est-à-dire qu'on avait une façade qui était magnifique, les gens achetaient, etc. Et ils s'apercevaient que l'enfant qui est au-dessus, qui se met à hurler, etc., troublait évidemment toute la famille en dessous, parce qu'il n'y avait pas ces planchers acoustiques. Donc ça va dans le sens des opérateurs, on leur permet de vendre beaucoup plus vite, de ne pas avoir de recours, et de dégager quand même des marges. Donc, c'est gagnant-gagnant. J'aimerais bien entendre mesdames aussi, puisque le temps file et j'aimerais vous entendre au moins une fois, toutes les trois. Bon, comment on échappe au cabinet d'avocat véreux, madame la professionnelle du droit, Clotilde Greff? Alors là, écoutez, Joker. très honnêtement, aucune idée. Juste pour rebondir effectivement sur les chartes, je pense qu'on ne peut que saluer ce souci d'amélioration de qualité. La question que je me posais, mais là c'est une question, monsieur le maire, vous soulignez qu'effectivement il y avait un gros travail qui allait être fait avec les habitants pour justement construire cette charte et que le promoteur viendrait la signer au moment du permis de construire. La question que je me posais, sans polémiquer aucune, est-ce que les promoteurs ne devraient pas être légèrement associés avant? Mais toujours. D'accord. Parce que comme il vient je parlais de la signature, effectivement, mais avant, il y a des réunions avec le promoteur, avec la population. Est-ce que les constructeurs ou les constructeuses, je ne sais pas si ça se dit, sont associés? Sophie Ménet, ici présente. Oui, je crois qu'on est toujours associé effectivement à la production des chartes. Moi, je dirais juste un petit sujet là-dessus parce que je partage le fait que c'est un vrai plus, comme les PLU. Et ce qui est important, c'est nous, on les respecte et que dans l'autre sens, il y ait ce même respect. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la donne est claire, où on la respecte, on puisse obtenir les permis et avancer. Et donc, c'est bien de passer ce temps-là tous ensemble pour partager l'objectif. Il faut que les gens qui respectent la règle puissent avancer, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Catherine Panayi, un petit mot. Moi, je voulais juste dire, effectivement, comme le soulignait Monsieur le maire, qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la fabrique urbaine travaillent vraiment en partenariat pour réussir à trouver ce point d'équilibre et que la période qu'évoquait Franck Hellary où on se tirait la bourre entre constructeurs, promoteurs pour bénéficier de la rentabilité des opérations, elle est révolue et qu'aujourd'hui on se retrouve tous autour de cette notion d'intérêt général. Simplement pour passer à la vitesse supérieure, encore une fois, parce que même quand on se retrouve autour de ces notions d'intérêt général, il faut quand même pouvoir concilier toutes les dimensions de l'opération, dimension écologique, dimension économique et dimension sociale, sociétale. Et pour pouvoir passer à la vitesse supérieure, il nous faut pouvoir intégrer, en tout cas, moi, c'est ce que je milite pour ça, pouvoir intégrer dans le prix du foncier la création de valeur environnementale et sociale. Parce que c'est aujourd'hui un problème de modèle économique. Si on veut pouvoir changer complètement la vitesse dont on fabrique la ville et repenser les modèles de fabrique urbaine. Sophie l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, il nous faut repenser les modèles industriels, passer peut-être à la construction sur site. Enfin voilà, on voit bien qu'il faut repenser, mais il faut repenser le modèle économique de la fabrique urbaine. Et pour repenser cela, il nous faut pouvoir intégrer la création de valeur environnementale. Je prends juste un exemple, et nous on a fait une étude très détaillée sur ce sujet-là. Quand vous créez un espace vert sur du foncier, autrefois, ça ne rapportait rien, donc vous n'étiez pas incité à le faire. Or, vous créez de la valeur environnementale et vous créez même de la valeur économique, sauf qu'aujourd'hui, elle participe plutôt à augmenter la valeur des biens des propriétaires situés autour de cet espace vert que vous allez créer. Et donc, c'est une question de qui finance, au fond, la transition écologique. On revient aux conclusions du rapport Pisani-Ferry. Et les propriétaires qui sont situés autour de cet espace vert bénéficient de la valeur. On a fait une étude qui montre que sur 1 hectare de foncier situé en plein cœur de la métropole du Grand Paris, en créer 175 millions d'euros de valeur sur 50 ans, sur un périmètre, un rayon d'un kilomètre autour de cet espace vert. Cette valeur, elle va bénéficier aussi à la collectivité à travers les retombées fiscales, mais sur la durée, sur les 50 ans. Et donc, on peut imaginer des tas de possibilités, des tas de solutions pour pouvoir modifier le modèle. On peut imaginer un modèle qui reposerait sur un marché de quotas, un marché volontaire de quotas de CO2, puisqu'on crée un puits de carbone de CO2 à travers la végétalisation. On peut imaginer un modèle qui viendrait un fonds
publics basés sur le principe pollueur-payeur. On peut imaginer des financements d'aide aux collectivités locales par les structures bancaires, hein, comme le Crédit Agricole, avec des prêts à taux réduit pour financer ce type d'opération et anticiper sur la trésorerie qu'ils n'ont pas, mais qu'ils vont récupérer sur la durée. On peut imaginer des tas de solutions. Donc voilà, il alors existe vos amendements, C'est dans le SCOT. c'est ça. Et vos amendements pour la loi de programmation de l'énergie et du climat sont prêts. Est-ce que vous avez des amendements pour la loi de finances, pour les 10 minutes qui restent, pour la loi de programmation énergie-climat? Quelqu'un? Non? Monsieur le député honoraire, vous savez pas? On a fait des propositions, évidemment, aux Parce que c'est le 27, hein, la présentation du aux budget. législateurs sur un certain nombre de points. Pour l'instant, donc on est écouté, mais après il faut que ça soit évidemment voté par la suite. Mais on est source, je dirais, on est vivier de propositions et d'initiatives à l'égard de législateurs. Et je l'ai été pendant 15 ans et je connais un petit peu le processus. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.